You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode tout à fait spécial puisqu'il rentre dans le cadre d'un événement annuel caritatif. C'est la 4e année pour laquelle nous participons à cet événement. J'ai nommé le Podcaston. Et le Podcaston, c'est quoi ? C'est un événement caritatif mondial qui mobilise des milliers de podcasteurs et de podcasteristes au profit d'une grande, incroyable diversité d'associations. Entre le 14 et le 20 mars 2026, tous ces podcasteurs et podcasteristes, quel que soit le sujet de leur podcast, vont présenter une asso, mettre en avant leur action, leur mission, les besoins et faire un appel aux dons. Auditeurs et auditrices qui nous écoutez, rappelez-vous et retenez, c'est important, ce podcast consiste à vous présenter les missions d'une association qui a besoin de vos dons. C'est le moment, plus que jamais dans un monde bouleversé par la géopolitique, d'être hyper solidaire et de penser que si on veut un monde meilleur pour nos enfants demain, c'est peut-être en étant unis et en collaborant ensemble qu'on peut changer le monde. Et face à moi, j'ai un invité que j'ai croisé chez Transforma qui se prénomme Geoffroy. Geoffroy, de ton rêve d'adolescent à ce jour. Que s'est-il passé ? Puis surtout, Geoffroy, la question est de voir si tu es aligné avec ce rêve actuellement et peut-être aussi par rapport à ton rôle dans cette association que tu vas nous présenter. Merci Michel. Mon rêve d'adolescent, c'est un peu compliqué, mais je crois que mon rêve d'adolescent était déjà inconscient à l'époque et s'est clarifié ensuite. C'est tout simplement d'apporter un petit peu de bonheur à ceux qui m'entourent immédiatement. On sait faire des plans pour la planète, on sait faire beaucoup de choses, de projets grands, les petits gestes simples du quotidien qui donnent le sourire. C'est assez sympa aussi. Est-ce que tu es aligné avec ce rêve alors finalement maintenant ? Complètement, même si j'ai pris des chemins détournés. T'as étudié quoi ? Alors j'ai étudié l'économie, j'ai été 23 ans en banque, avec donc une vision très très capitaliste du monde, dans un rôle commercial. Je me suis développé plutôt pas mal puisque j'étais dans le top 5% des vendeurs, mais avec une particularité. Je suis toujours resté proche de mes valeurs, c'est super important pour moi. Et en fin de compte, j'ai jamais eu l'impression de vendre. C'est ça qui, quelque part, était sympa. J'ai prouvé la combinaison entre le côté proche de ses valeurs et néanmoins efficacité professionnelle. Et c'était vraiment au détour d'un rendez-vous qui a fait la différence, où j'étais crevé, et puis le client m'a ouvert la porte à une vraie vanne, et puis c'était sorti tout seul, la vanne. Et je me suis dit, mince, j'ai gaffé, mais il m'a ressorti une vanne, on s'est écroulé de rire, et il est sorti de mon bureau en disant, je ne pensais jamais qu'un rendez-vous chez le banquier, ça pouvait être aussi génial. Est-ce que je peux revenir la semaine prochaine ? Et donc, tu t'es découvert une vocation ? Donc j'ai pas arrêté de déconner, tester, j'ai fait des erreurs aussi, on va pas se mentir, mais je suis toujours resté proche de ses valeurs et en cherchant à faire une différence. C'est là que tu vois qu'en cherchant à faire une différence, souvent tu y arrives. Petite parenthèse, on s'est aussi rencontrés dans le cadre du BNI, puisque tu es aussi un membre du BNI. Oui. C'est des gens sympas, on va faire un petit clin d'œil au passage. Alors aujourd'hui, on va parler de ton rôle au sein d'une association. De quelle association parlons-nous ? Donc l'association s'appelle le CISV. Au départ, cela voulait dire Children International Summer Villages, donc des camps d'été internationaux pour enfants. Je précise que chaque épisode a un thème dans cette année pour The Podcast Factory Org, c'est l'enfance. Donc on est vraiment dans le thème. On est en plein dedans. Et tu parlais d'ailleurs de rendre un monde meilleur pour nos enfants. C'est exactement cela qu'on le fait, mais on le fait d'une manière très spécifique. Je vais remettre le contexte très rapidement. Deuxième guerre mondiale, beaucoup d'humains se sont réveillés en disant « mais c'est pas possible que ça fait la 2e fois qu'on se tape sur la figure ». Il doit quand même y avoir des mécanismes pour empêcher ça. Globalement, les mécanismes avaient toute la même philosophie, c'est-à-dire si je connais mon voisin, j'aurais peut-être moins envie de lui taper dessus. C'est une bonne approche. Voilà. C'est vrai qu'on est souvent en rejet par rapport à ce qu'on ne connaît pas et la peur vient de l'ignorance. Plein d'associations sont créées. L'OTAN, les Nations Unies, l'OTAN étant en vocation militaire, mais les Nations Unies, l'AFS, Rotary Club et entre autres le CISV. Quelle est la particularité et l'unicité du CISV ? C'est qu'on commence avec des enfants de 11 ans. Pourquoi 11 ans ? Et c'est très très important, c'est une psychologue américaine qui a lancé le mouvement en 1951, parce qu'à 11 ans, on n'est pas encore ado, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de crise identitaire, on n'a pas encore de la résistance naturelle qui vient se mettre en surcouche, mais en même temps, on est déjà extrêmement mature. Tu prends le journal d'Anne Frank, certaines des réflexions de cette gamine de 11 ans qui avait vécu une horreur sont d'une maturité exceptionnelle, et pourtant, elle n'avait que 11 ans. Ça permet de faire un travail de fond et la méthodologie est très très importante. En ce sens que nous allons réunir des enfants de 12 à 15 pays différents dans un même endroit pendant 2 semaines à 4 semaines. À 11 ans, c'est 4 semaines. Tu vas avoir entre 12 et 15 nationalités qui vont vivre ensemble par des jeux pendant 28 jours sans discontinuer. Qu'est-ce que tu remarques ? D'abord, l'enfant de 11 ans n'a aucun problème à ne pas parler anglais. Je suis parti à 11 ans, j'ai compris à ma 3e semaine ce que voulait dire en anglais « do you understand ?» Tu t'imagines mes 3 premières semaines. Il n'y a pas de blocage inhérent à l'âge. Deuxièmement, la méthodologie va pousser à travers les activités à prendre conscience de certaines choses, mais
il est très important pour nous que ce soit l'enfant de 11 ans qui apporte le contenu. Donc nous sommes là en position d'animateur et de coach, Facilitateur un peu. facilitateur, et nous allons permettre à l'enfant de tirer des conclusions qui sont excellentes et qui permettent de se dire « ben voilà, tu viens de nous apporter une leçon ». Ce qui est très important, c'est que les enfants sont propriétaires du succès du groupe. Mais dans la guidance, il faut leur donner une intention. Et l'intention, c'est de découvrir ce qui le différencie de l'autre et de finalement découvrir les points communs. Est-ce que vous l'énoncez dans l'intention ou vous laissez plutôt la magie se faire? On laisse vraiment la magie se faire. Donc c'est clairement l'intention de base. C'est de passer des vacances dans un milieu international pour apprendre à vivre ensemble. Et donc pour être confronté aux différences et aux similitudes. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Donc ça, c'est ce qui est mis en évidence d'abord. C'est ce qui est mis en évidence. Ça se traduit dans toute la mécanique. Par exemple, l'une des premières activités du camp, c'est généralement de faire des sets de table personnalisés. Qu'est-ce qui va se passer? On va les distribuer aléatoirement pendant tous les repas. Ce qui veut dire que chacun, adulte comme enfant, ne sait jamais à côté de qui il sera assis. Et ce qui lui permet d'avoir des interactions avec strictement tout le monde en permanence. Waouh! Parce que le but, in fine, c'est aussi de travailler sur des activités à contenu. Mais nous ne pouvons pas travailler sur des activités à contenu si l'enfant n'a pas un sentiment de faire partie d'un groupe cohérent. Et donc, il y a un moment où on doit construire ce groupe. Alors justement, à propos du groupe, tu viens de me parler de adultes et enfants avec les sets de table comme l'exemplarité et l'illustration de ce que vous faites en première étape. Les adultes, c'est qui alors? Tu parles d'un stage pour les adolescents de 11 ans, enfin les préadolescents de 11 ans, et le public cible est là. Maintenant, tu me parles d'adultes. Ce sont les accompagnateurs, les moniteurs de stage. Oui, mais pas que. Je fais une mini-digression. Nous commençons à 11 ans, mais nous poursuivons à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans. On les amène un petit peu vers cette notion de citoyen actif du monde. Et donc, pour revenir sur ta question, oui, il y a plusieurs groupes d'adultes. Donc, les animateurs, facilitateurs sont les premières lignes. Il y en a un par pays. Les pays invités viennent à travers la même configuration. 2 filles, 2 garçons dans un monde idéal de 11 ans, accompagnés d'un accompagnateur de 21 ans minimum. D'accord. Nous avons, sur le camp de 11 ans, le village, 12 délégations, 12 accompagnateurs. Mais bien entendu, ces accompagnateurs, ils travaillent beaucoup pour faire ce camp une réalité et un succès. Ils ne savent pas tout faire tout seuls. Comme ils viennent de l'international, a fortiori, il y a déjà un staff local, généralement, ou principalement local, qui va trouver l'endroit de camp, qui va définir les règles de base générales, qui va prévoir de former très brièvement les adultes qui n'auraient pas été, qui va trouver des familles d'accueil pour le premier week-end pour que les enfants puissent aller... Ah oui, pour ceux qui viennent de l'étranger puissent être logés. Être logés, et aussi parce qu'on réunit alors à ce moment-là les accompagnateurs pour les briefer sur le camp. Et c'est ici en Belgique les camps ou c'est à travers le monde? Et vous gérez d'ici en Belgique partout dans le monde des camps? C'est à travers le monde. La première chose que je dois dire pour introduire le sujet, chaque pays va à la fois avoir un certain nombre de candidats participants à envoyer dans des camps internationaux, et chaque pays va ou non décider d'organiser un camp d'un certain âge ou non. Toutes ces données-là sont récupérées par le bureau international qui va faire ce qu'on appelle le football pool, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier en fin de compte les entrées et les sorties. Nous avons autant de candidats de tel âge pour tel type de camp et nous avons autant de propositions de hosting, donc d'organisation de camps, dans tel et tel pays. Et donc voici comment nous prévoyons de faire le puzzle. C'est une logistique de dingue que vous avez C'est une déployée. logistique de dingue. Ouais. Je peux le dire assez fièrement, la Belgique a un côté hyperactif, c'est-à-dire que nous sommes, au point de vue international, une association relativement petite comparativement. Mais par contre, nous avons la fierté d'organiser chaque année un camp, au minimum. Donc très impliqué. Très impliqué. Nous avons organisé jusqu'à 4 camps avant Covid, Waouh. ce qui est encore plus énorme au vu des moyens, mais avec un certain succès. Et la Belgique a une bonne réputation d'ailleurs dans le milieu international, en termes de formation, en termes de compétences, en termes d'historique, en termes de kitchen staff, puisque ça, on n'en a pas encore parlé. Mais donc voilà, on a cette fierté vraiment. On le ressent et on le ressent aussi avec ton sourire et ta passion, que les gens ne voient pas mais qu'on entend dans le micro, je te rassure. Alors moi, j'ai compris quelle est cette association et ce qu'elle fait. Donc, elle organise des camps. J'ai compris la mission, l'objectif. Est-ce qu'il y a des missions dont on n'a pas encore parlé? Et puis après, on va passer à... on répond à un besoin, on a déjà identifié le besoin, mais on va parler du comment. Comment ça se fait en pratique au day-to-day? La gestion, les besoins, les financements, parce qu'on va venir à ce sujet-là, puisque c'est un appel aux dons, on le rappelle. De fait. Alors, oui, il y a d'autres missions. Donc là, j'ai parlé de la mission de départ, qui était d'ailleurs le point de départ historique en 1951. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe après? C'est qu'on n'a pas envie de lâcher des 11 ans qui ont eu un camp plein d'apprentissage personnel, avec un retour sur eux extrêmement positif. Nous allons les accompagner dans d'autres types de camps qui ont tous la même intention, avec une dimension supplémentaire, c'est qu'au bout du compte, quand ils arrivent à 17-18 ans, nous voulons qu'ils soient capables d'être des citoyens actifs du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, citoyen actif? Ça veut dire qu'ils doivent avoir des notions de leadership. Ils doivent avoir des notions de dynamique de groupe, de gestion pacifique de conflits, de compétences que toute société
commercial ou non, devrait avoir. Nous les donnons. Pour respecter l'humain, finalement, et ça va créer une espèce d'ambiance scout quelque part. Oui, sans le côté débrouillardise, mais dans le côté débrouillardise émotionnelle. C'est ça, l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment au centre de tout ce qu'on fait, et ce côté leadership. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que autant nous leur donnons les compétences, autant jamais nous n'allons leur donner l'obligation. Donc je trouve ça très très sympa, très très beau, parce qu'on ne met aucune pression. Mais le jour où il aura son déclic, le jour où il dira « mais enfin, je vois des choses que les autres ne voient pas, je suis capable de changer ce monde », nous sommes certains qu'il aura les compétences pour le faire. Geoffroy, on va quand même donner des explications sur le comment maintenant. Je vais te parler des camps internationaux, ce sera plus facile, et pas du comment nous donner de l'argent ou nous aider en consultance. Les camps internationaux se passent systématiquement avec 4 phases. La première phase qui est très très courte, qui dure 1-2 jours, c'est ce qu'on appelle, on fait des name games. Donc je rappelle, tout passe par les activités, passe par le jeu, passe par l'action. Les name games, comme le nom l'entend, visent simplement à connaître le nom de chacun, mais le nom de tout le monde aussi. Deuxième phase qui commence au jour 2 et qui va se prolonger pendant tout le camp, mais avec un focus spécifique pendant les 2 premières semaines, c'est ce qu'on appelle les mix-up games. Je rappelle qu'on doit construire un groupe. Le but, c'est d'avoir non pas des groupuscules, ni une somme d'individus, mais une notion d'ensemble, où chaque individu sait qu'il fait partie du tout. Créer une cohésion. Créer une cohésion. Nous allons, durant la 3e phase, tester cette cohésion avec 2 types d'activités. Des cooperation games, ça se comprend, et des trust games. La confiance et la collaboration. C'est ça. Pour La faire collaboration, on va instaurer et ancrer la confiance, mais la confiance va être l'indicateur. Pourquoi ? Parce qu'à la 4e phase, c'est ce qu'on appelle des simulation games. Et les simulation games, donc on va les mettre dans une situation que le monde connaît réellement. Alors on évite évidemment de les emmener dans une situation qui serait émotionnellement beaucoup trop chargée, mais on va quand même les titiller. Je te prends un exemple, personnellement une activité que j'aime beaucoup, Rich and Poor. Nous allons créer une activité qui va scinder le groupe en 3. On va avoir très peu de très riches, une classe moyenne relativement restreinte et beaucoup de pauvres. Et nous allons alors, à partir de là, organiser le reste des activités avec ce clivage. Par exemple, le repas. Le repas pour les extrêmement riches, ils vont être servis à table, avec un menu. Le repas pour la classe moyenne, on va leur mettre les plats, ils vont se servir eux-mêmes. Et le repas pour les pauvres, c'est à peine s'ils auront des chaises et des tables. Alors, ça a l'air un peu brutal comme ça. Mais il faut savoir d'ailleurs que dans cette activité, ceux qui s'amusent le plus, ce sont les pauvres. Et ceux qui culpabilisent le plus, ce sont les riches. Donc en fait, il y a un peu un impact inverse par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais surtout, évidemment, on va contenir les émotions, on va guider les enfants autant que les adultes. Dans ces simulation games, obligatoire d'avoir un débriefing. Puisque si tu n'as pas la leçon de l'apprentissage, alors ça Ça ne percole sert beaucoup à moins. rien, et là c'est de la culpabilité. Et en plus, on a la force du groupe. Il y a 48 enfants. Il y a Waouh. toujours des enfants qui auront mis le doigt exactement sur le vrai C'est ce problème. qui fait mal. Ah ouais, c'est ça qui est assez extraordinaire. Attention, je rappelle qu'ils ont 11 ans. Quand je parle de phases, elles sont évidemment entrecoupées de jeux où c'est purement sportif, d'élassement, où c'est bricolage, parce qu'on ne peut pas maintenir des enfants de 11 ans dans une tension émotionnelle, on doit les gérer. On encadre ça de manière correcte, mais on le fait quand même de manière consciencieuse pour qu'ils tirent les vrais apprentissages. Est-ce que vous leur donnez des boîtes à outils? Parce qu'on leur fait des prises de conscience sur des notions de PNL, programmation neurolinguistique, ou de communication non violente. Pas aussi loin, mais j'exagère. Oui, mais pas en formation, volontairement. pas Voilà. dans un espace de formation. Oui, pendant les débriefings, un bon débriefing se fait en 4 phases. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu le lis à ton quotidien? Et qu'est-ce que tu vas faire avec cette information? Ouais, pas Ça, mal. ce sont les 4 phases d'un bon coaching pour les emmener vraiment dans la citoyenneté active du monde. Et donc, quelque part, on va tourner autour de ces 4 questions et les moduler, tout en insérant effectivement des phrasés tels que « Donc, ce que tu dis, Andrea, c'est qu'en fait, il faut vraiment faire attention à ça dans la vie, mais c'est magnifique ce que tu dis, Andrea. » Ouais, chouette. C'est comme ça qu'on va approcher idéalement, ça nécessite beaucoup de formation, mais c'est vraiment la vocation. Il y a beaucoup de reformulations. Il y a beaucoup de reformulations pour que l'enfant soit propriétaire de son succès. Et c'est ça qui fait la force de cette association. Pour résumer, on emmène les individus à travers la formation d'un groupe. Une fois qu'il y a le groupe, on crée la coopération, la confiance, et on termine enfin par une phase entrecoupée de jeux fun, évidemment, où ils vont réellement réfléchir à leur rôle dans ce monde et en tirer, eux, les conséquences. Je vais terminer par une chose, mais je me rappelle, alors je suis évidemment assez émotif comme personne aussi, assez idéaliste, mais On est 2. voilà, je me rappelle que mon premier camp en tant que 21 ans, en fait, je me suis effondré en pleurs 3 fois pendant le débriefing des activités, parce que tu avais un gosse de 11 ans qui exprimait dans une langue approximative qui n'était pas sa langue native,
un point de correction, un point d'amélioration du monde que moi, du haut de mes 21 ans, je n'avais jamais vu. Et ça, c'est extrêmement puissant. Quand les enfants de 11 ans t'apprennent la vie, c'est phénoménal. Et ils ont cette intuition qui fait qu'ils vont justement parler vrai et mettre le doigt sur les vraies choses. Ah, ça me plaît beaucoup, merci. Voilà. Alors là, il y a une question clé qui va être embarrassante peut-être, mais je suis désolé, je dois te la poser parce que l'auditeur va se la poser aussi en t'écoutant. Tu dis 70 pays participent. On connaît la géopolitique actuelle. On connaît les enjeux qui se passent. On entend au journal ce qui se passe entre les États-Unis, l'Iran, la Russie, la Chine. Est-ce que ces pays qui demandent pour être membres, finalement, j'imagine que la Russie pourrait être un des membres, voilà, avec ce qui se passe maintenant, est-ce que ça change la donne pour vous? Est-ce que tout d'un coup, alors que l'objectif c'est justement de dire qu'est-ce qui nous rassemble et ce qui nous ressemble quelque part, est-ce que là, dans un contexte comme il est actuellement, on doit malheureusement dire, bah oui, effectivement, la Russie cette année ne pourra pas participer, ou Israël ne pourrait pas participer. Alors je provoque, mais je veux vraiment voir jusqu'où va le curseur du bon sens dans la démarche. Alors, tu fais bien, j'adore ta question, parce qu'à un moment, on doit donner la réalité de terrain. 2, je vais répondre en 2 temps, mais cette fois-ci en commençant par répondre à ta question. Oui, il y a un impact. Indéniablement, on ne peut pas nier que les problèmes entre gouvernements ont des impacts au niveau personnel. Dans votre organisation aussi. Dans notre organisation, avec certains qui sont anti, d'autres pro, on a des camps. Là où, quelque part, on arrive à passer, je vais certainement pas dire au-delà, c'est impossible, on doit aussi gérer ces contraintes-là, mais qu'on arrive à traverser ce genre de crise, c'est que nous sommes formés nous-mêmes à la gestion pacifique de conflits. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons par exemple Israël, Jordanie, Turquie, nous avons La Russie l'Égypte. est membre? La Russie est membre, mais ce qu'on appelle une Promotional Association, donc c'est un tout petit pays qui ne paye donc quasi rien comme cotisation, mais qui ne vit pas très bien non plus, honnêtement. Effectivement, en Russie... Un petit pays, on s'entend, c'est un très grand pays. D'un point de vue CISV, effectivement, c'est pas vraiment un petit pays. Ouais. Mais ça veut dire que, oui, il y a des contraintes. Maintenant, ce qui est intéressant, nous avons 3 régions dans le monde du CISV. Asia-Pacific, The Americas et EMEA, Europe, Middle East et Africa. Dedans, a fortiori, nous avons les pays arabophones et nous avons Israël. Et nous avons l'Europe continentale. Mais donc on finit quand même par toucher l'objectif d'une manière ou d'une autre, c'est ça que tu veux dire. Oui, voilà, alors, exactement. Pas 100 heures. C'est important, hein. C'est là que j'aime bien ta question. Pas 100 heures, je dois le reconnaître. Mais quelle est la différence? Là où, en fin de compte, au niveau gouvernemental, on arrive à des situations de blocage. Ici, nous sommes tellement formatés pour essayer de comprendre d'abord les besoins de l'autre que nous allons quand même réagir émotionnellement pour certains. C'est évident. On a tous nos propres opinions et on doit se les respecter. Mais dans la méthodologie, dans l'approche de dialogue, c'est le nous cadre allons qui va tout chercher changer. à comprendre l'autre. C'est le cadre qui change tout, en fait. Et l'état d'esprit. Toutes nos actions sont guidées par un état d'esprit. Si tu devais situer à un moment donné précis de l'histoire de l'assaut où il y a eu une bascule et vraiment c'est très clair et très précis comme mission, est-ce qu'il y a cette scission faisable ou non? C'est une pure évolution tranquille? Je crois que c'est une pure évolution tranquille, ou alors j'en étais pas présent. Donc je suis présent depuis 20 ans, mais depuis 20 ans, en fin de compte... 20 ans déjà? Ouais. Wow. On a, écoute, j'ai 45 ans, je suis parti à 11 ans, donc en fait, même plus de 30 ans. T'as participé toi-même à ces camps? À 11 ans. D'accord, je comprends mieux aussi. Ouais. Donc oui, il y a une évolution. Maintenant, nous sommes assis dans une cohérence stratégique énorme. Nous avons une mission, et le mission statement est très très clair, et notre guide, notre compas, et c'est que nous éduquons et nous inspirons des actions pour rendre le monde plus juste, plus honnête, plus transparent. On a une mission éducative, pédagogique qui est annoncée. Nous avons une mission d'inspirer des actions, je rappelle l'absence d'obligation, mais d'inspirer des actions pour faire que ça se passe mieux entre tout le monde. Mon Dieu, mais c'est un des rares animations de démocratie, ce que tu es en train de décrire là. Oui, et pour ce faire, on a gardé aussi une cohérence à d'autres niveaux, c'est-à-dire que nous sommes apolitiques, areligieux, je n'ai pas dit anti, je dis apolitique, on est bien clair sur la nuance, oui. Voilà. Tout le monde vient avec son bagage, sa personnalité, sa son culture, identité culturelle. Sa religion. Sa religion mais aussi. C'est ça qui fera la richesse des échanges. Mais oui, évidemment. Mais bien si tu entendu. prends, pour prendre une image que j'aime bien, simplement la biodiversité, elle est beaucoup plus importante à la rencontre de 2 milieux, quand le champ jouxte la forêt. En permaculture, on appelle ça l'effet de bordure, tu connais? Exactement. Et donc, nous sommes dans cette diversité, nous sommes dans cette recherche de diversité, parce que pour nous, elle est synonyme de richesse. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous vous entourez de professionnels sur certains sujets? J'explique. Moi, quand j'entends que toutes les religions se côtoient et s'échangent, j'ai envie de dire que s'il y avait un professionnel de l'histoire qui serait là pour rappeler à certains, quelles que soient les convictions et en le respectant, que l'histoire des textes viennent du sanskrit, qu'il y a des racines communes. Tu vois, quand on commence à expliquer tout ça, est-ce qu'on n'a pas là un levier d'accélérateur encore plus puissant de cette reconnaissance de l'autre comme similaire et cet effet miroir qu'on veut créer? Parce que quelque part, ce que tu veux créer, c'est un effet miroir. Tout à fait.
Ta première question, c'était est-ce qu'il y a un monde de professionnels qui l'entourent? On a eu des partenariats avec des universités, notamment à Newcastle, où il y avait le siège social. Nous avons eu récemment encore une intervenante externe sur la gestion de conflits. Et alors, il faut bien se dire aussi que nous avons grosso modo 10-11 000 volontaires, 11 000 volontaires au monde. wow. À travers le monde, À pas travers qu'en le Belgique. monde. Et en Belgique, Entre 40 et 100, dépendamment de si tu comptes les C'est gens pas mal satellites quand ou les même. membres actifs. ouais, c'est quand même pas mal. Oui, tout à fait. Et chacun a son bagage. Et donc, on profite de ce bagage. On Ouais. profite des spécialités, des expertises des gens qui sont là, qui systématiquement vont la donner de manière gratuite, parce que c'est la vocation de l'association, ils ont eux-mêmes reçu. C'est tous des bénévoles. C'est quasi tous des bénévoles. Quasi tous des Tu bénévoles. imagines bien qu'à 11 000 personnes, il ne peut pas y avoir que des bénévoles. Ouais. Je te prends un exemple concret à nouveau. J'ai participé à 3 formations trainer, donc comment devenir formateur. La meilleure que j'ai eue est celle du CISV. Elle m'a coûté pour une semaine de formation 600 €, ça incluait le billet d'avion et le logement et la nourriture. Voilà. On a C'est accès accessible à à mort. ce genre de choses, mais le niveau est ultra professionnel. Je suis moi-même consultant à présent en vente et négociation. J'ai eu des activités ou des formations au niveau CISV qui sont du niveau de formation que j'ai reçu, formation certifiante que j'ai reçue en vente Dans le en milieu négociation, corporate. Dans le milieu pour lequel corporate. j'ai payé parfois 12 500 €. Et ça m'a coûté 600 €. On est dans la qualité, quoi. On est dans une super qualité. Et c'est grâce à 2 effets. D'abord, il y a le nombre, donc on s'est trouvé de la compétence. Et deuxièmement, nous avons une volonté professionnalisante. Alors, on reste dans un environnement de volontaires, mais ça veut dire qu'on va viser l'efficacité, on va viser la cohérence, la pertinence. Et quand tu vois les niveaux de réflexion stratégique que l'on a, c'est digne de grosses sociétés corporate. Alors, je comprends que votre mission première, tu l'as bien décrite. Ce qui m'intrigue, pour être honnête et transparent avec toi, et je suis ici pour faire votre promo et vous faire connaître et vous aider, donc certainement pas loin de moi l'idée de nier ou de dénigrer ce que vous faites, mais ce qui m'étonne, c'est que c'est la première fois que j'en entends parler. On n'en entend pas parler dans les médias, en Belgique, très peu de gens en parlent. Est-ce qu'il y a un manque de ressources pour vous de vous faire mieux connaître? Parce que c'est ça que je cherche à faire. Est-ce qu'on doit identifier aussi, parmi les besoins que vous aurez financiers par rapport aux dons, du bénévolat, qu'on puisse vous apporter de l'aide manuellement ou organisationnellement ou structurellement ou par les logements ou la logistique, peu importe, mais est-ce qu'il n'y a pas une troisième forme d'aide dont vous aurez besoin, qui est aussi de la com et de visibilité plus grande? Parce que c'est un beau projet. Complètement. Petit retour en arrière, il y a eu le Covid. Le Covid qui a empêché tout mouvement de population, ce qui veut dire qu'au niveau de l'association et au niveau mondial, Vous avez été mis en suspens. on a été mis en suspens pendant 2 ans, le temps de Wow. trouver un peu ses marques, mais ce qui veut dire aussi qu'il y a eu plein de volontaires qui se sont déconnectés, Ah ouais. mondialement. La Belgique, heureusement, est un terrain très très propice pour le monde associatif. Il paraît que la devise belge, c'est l'union fait la force, donc ça pourrait être logique si on Ça la pourrait être respecte. logique. L'autre chose, c'est il faut bien comprendre les systèmes de volontaires uniquement. Il y a un cycle néfaste dans des associations de volontaires si les choses ne sont pas bien gérées. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une petite équipe de 10 personnes qui sont hyper engagées. Et puis à un moment, il y a la 10e personne qui est rentrée, ou peut-être la première ou la 5e, qui va dire « Ah, les gars, ma vie privée m'appelle ou ma vie professionnelle m'appelle, je vais devoir vous quitter. » Et là, il y a 2 réactions possibles. C'est l'effet plof possible. C'est l'effet plof possible, mais c'est surtout, là n'est pas le problème est dans la réaction. Si la réaction est « Ok, on a perdu le 10e membre, la place est vacante, veuillez nous rejoindre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt ?» En général, ça fonctionne assez bien, ça prend entre 3 et 9 mois pour que quelqu'un prenne la place, mais ça fonctionne. Mais ce qui se passe souvent chez les volontaires, c'est qu'on dit « C'est pas grave, il est parti, mais on va tenir la baraque. » Sauf que quand le mouvement continue, ce n'est plus 9, ça devient 8, puis 7, puis 6. Et si on n'y veille pas, à un moment, on devient surchargé. Ah, On c'est tient. l'épuisement. Et après, parfois 10, 15 ans, ce qui est énorme, on part usé. On part heureux, on part avec un sentiment d'accomplissement, mais on part dans l'épuisement. Et c'est ce qui s'est passé juste après Covid aussi, parce que ça a beaucoup révolutionné aussi. Quelque part, là, on a perdu beaucoup de nos membres et des membres prépondérants. Et en général, quand les comités de 3 personnes implosent, c'est tout le monde qui part. Ouais. On est reparti en 2023 avec une nouvelle équipe. Nous avons mis quand même un temps avant de trouver. On est dans un monde de volontaires. Tout le monde ne peut pas garantir X heures par semaine. Et donc, quelque part, on est dans la situation maintenant où là, on se stabilise au niveau stratégique. Puis c'est le phénix, ça redémarre, ça renaît de ses cendres. Ça J'aime bien renaît de ses l'image. cendres, tout à fait. Et donc, oui, pour répondre maintenant concrètement à ta question, la visibilité sera notre plus gros atout pour réunir du monde. On est prêt maintenant, on a assis une organisation que pour pouvoir dire « Ok, maintenant on peut accueillir du monde ». Parce qu'avant, on ne savait pas non plus. On était en recherche interne de fonctionnement, on cherchait à se stabiliser. Et la recherche de fonds, alors, elle est permanente. Fort heureusement, on a une situation qui est bien gérée. Et donc, quelque part, nous ne sommes pas aux abois, mais par contre, nous sommes en recherche permanente de fonds parce qu'un camp, ça coûte quand même
entre 35 et 40 000 euros. On va résumer ça. On ancre très fort dans l'esprit des gens qui nous écoutent. Là, le besoin, il est clair. On a besoin de dons parce que financièrement, sans ce moteur argent, peu de choses sont réalisables. Tout à fait. Il n'y a pas une urgence, mais il y a un besoin. On a besoin de volontaires, de gens qui s'engagent et qui comprennent la démarche intellectuelle et qui ont envie de s'y impliquer parce que la démarche est belle et on la souligne. Et on a besoin de visibilité. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas auditeur, auditrice en état de nous faire un don, il y a au moins une chose qui est gratuite, qui ne vous coûte rien, c'est de partager le podcast, de le diffuser, de le republier et de parler de cette association partout autour de vous. Ce sera la meilleure pub possible. Ça, c'est aussi une aide. Geoffroy, est-ce qu'on peut aussi parler de bilan? Est-ce que de temps en temps, vous faites un bilan? Vous pouvez dire, voilà, autant d'enfants ils t'ont accompagné. Tu peux me faire un bilan global de la situation actuelle? En Belgique ou à l'international? Je pense que c'est peut-être mieux de commencer par la Belgique déjà. Oui. Alors, bilan depuis 2023. Nous avons une équipe, je dirais 12-13 volontaires actifs, ce qui veut dire qu'on a une grosse base solide maintenant que pour pouvoir porter tout ça. Nous avons là-dedans des compétences clés dans des postes clés. C'est super important parce que c'est souvent quelque chose qui est oublié dans le principe associatif. Ouais, on ne fait pas de l'amateurisme. Mais c'est-à-dire que tu fonctionnes avec la bonne volonté et c'est très bien. Maintenant, il y a un moment où quand tu es un chimiste et trésorier, il y a possible inadéquation ou potentiellement, peut-être que quelqu'un qui est plus un financier, évidemment, peut avoir beaucoup plus d'efficacité dans son travail. Le bilan, c'est quoi? Au niveau adulte, on est bon. On est bon et on recherche spécifiquement maintenant 2 personnes, un duo qui vont faire du fundraising spécifiquement. Au niveau jeune, parce que c'est une association de jeunesse. Faut pas l'oublier. Voilà, on a une branche jeune. La branche jeune est en redéfinition. C'est-à-dire que maintenant, ils ont les membres, mais ils n'ont pas encore assez leur stratégie et leur organisation interne. Là, quelque part, notre job pour l'instant, c'est justement de leur donner des rails qui ne doivent pas suivre. À nouveau, on inspire des actions, mais on ne met pas des obligations, mais qui leur permet d'avoir un guide et de réduire leur charge mentale. Parce que souvent, des jeunes de 15 ans, en fin de compte, ils ne savent même pas par où commencer pour créer une stratégie. Ça, c'est le côté jeune. Au niveau financier, on est bien, mais on reste en veille active. Au niveau IT, on est complètement stable. Au niveau communication, peut mieux faire. Ici, c'est toi qui m'as donné l'opportunité du podcast et je t'en remercie encore, mais sinon, on n'a pas fait de recherche active par rapport à la communication externe. Au niveau des réseaux sociaux, par contre, on est correct. Au niveau des finances, on est parfait. Je veux dire par là la gestion financière. Et quelque chose qui me tient très très fort à cœur aussi, c'est qu'au niveau de la maturité et de la cohérence par rapport à notre propre mission, on est parfaitement dans les clous. Tu viens de m'entendre parler de différentes équipes, IT, communication, fundraising, etc. Il faut savoir que chaque équipe a des néerlandophones et des francophones qui travaillent main dans la main. Alors pour la Belgique, qui se sommeille souvent sur ce sujet-là, pour ceux qui ne nous comprendraient pas, qui nous écouteraient au-delà de la frontière européenne francophone, ils comprendront qu'effectivement, ça peut avoir un rôle important. Tout à fait. Et j'ai envie de partager, pour tout doucement clôturer cet épisode, une success story. Est-ce que tu as une success story que tu aurais envie de partager? Un élément fort où tu te dis, finalement, quand je vois ça, je me dis que j'ai bien fait de me mettre dans cet assaut. Oui, j'en ai une très très bonne. Nous avons des réunions internationales, puisqu'évidemment, il faut non seulement cadrer, organiser, mais parfois aussi tout simplement se rencontrer, c'est le but. Les camps ne sont pas forcément la seule activité internationale, les comités se retrouvent au niveau international. Dans ces comités ou dans ces réunions internationales, qui réunissent parfois jusqu'à 600 personnes, nous avons autant des juniors, des jeunes, donc la branche jeune dont j'ai parlé, que des adultes, des seniors, on va dire. Chaque jour, nous avons une demi-heure de débriefing de la journée. Ces débriefings sont systématiquement animés par un junior. Et j'ai eu l'occasion de participer à Cesenatico en Italie à une réunion internationale. Et quand j'ai vu les capacités d'animation, de leadership et de bienveillance que cette junior, Laetitia de Roumanie, avait à 17 ans, mais je me suis permis de lui dire « Mais tu vois, c'est pour ça que je fais du CISV. Trop Pas parce que classe. j'ai de l'espoir, mais parce que vous êtes déjà en train de prouver que ce pourquoi nous travaillons est réalité. Je peux quitter le CISV aujourd'hui en tout état de sérénité quand je vois le boulot que tu fais et comment tu le fais. » On la félicite aussi au passage. Moi, j'ai encore 1000 questions en t'écoutant. Je voudrais savoir comment ça se passe un stage, il y a quelle activité, mais on est limité un peu par le temps. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on laisse l'adresse d'un site internet où on peut se rendre pour comprendre comment ça marche, quel coût ça représente, et puis où on peut aller et qu'est-ce qui se fait dans les camps. Combien de temps il dure un camp en moyenne en général? Entre 2 semaines, donc 14 jours et 28 jours. Souvent pendant les grandes vacances. Quasi exclusivement pendant les grandes vacances. Voilà, ça, c'est quand même 2 informations qui étaient aussi pertinentes à Ouais. donner tout de suite. L'URL d'un site internet où on peut aller, Geoffroy, pour prendre toutes les infos qui nous manquent. D'un point de vue international, donc explication de la mission, de qui sommes-nous, d'où l'on vient, le site www.cisv.org, c'est évidemment le meilleur, et c'est une vitrine absolument parfaite. D'un point de vue local belge, tout simplement www.cisv.be,
Et là, il y a justement dès l'entrée un formulaire pour nous rejoindre qui n'engage à rien, mais qui veut dire 2 choses. Je suis intéressé par avoir plus d'informations et veuillez m'inscrire s'il vous plaît à la newsletter afin d'en savoir plus. C'est parfait. Et à partir de ce moment-là, on prend le relais du côté humain, puisqu'on est des humains. J'ai envie de te demander de clôturer cette interview par une phrase que tu auras envie de dire aux auditeurs et auditrices pour leur donner le déclic de faire peut-être un don et d'être généreux avec l'asso. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? J'ai une phrase parfaite, je n'y avais pas pensé, mais elle est parfaite. C'est une phrase qui vient du CISV, qui dit tout simplement « Si tu penses que tu es trop petit pour faire la différence, essaye de dormir avec un moustique dans ta chambre. » J'adore. C'est mieux que l'image qui percole du colibri, ça. Tout à fait. Elle est percutante. Sur ce beau mot de clôture, Geoffroy, je te remercie. On mettra bien entendu dans le descriptif du podcast les informations complémentaires qu'on voudrait y ajouter, qu'on n'a pas pu dire au micro. Et puis surtout, j'invite les auditeurs et auditrices à remarquer que dans le texte descriptif du podcast, il y a un lien vers un répondeur vocal. Donc si vous nous avez écouté, vous pouvez cliquer sur ce lien et laisser un message vocal à l'attention de l'association ou de Geoffroy et de lui mettre un mot d'encouragement, un merci, une remarque, une question. On transférera. Et si en plus, cerise sur le gâteau, vous dites dans l'enregistrement « Je veux bien qu'on partage sur les réseaux sociaux », eh bien on pourrait bien retrouver votre voix en commentaire de ce podcast quand on va le publier. Merci à tous et à très bientôt et soyez généreux. Merci à toi, Michel. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneureux, et de collaborer avec le Love Health Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.